Et ce geste-là, c'est un geste rituel, en fait japonais, que les Japonais font à l'entrée des temples pour appeler les esprits, l'attention des esprits et des dieux. Ce qui n'est pas ce que fait Nook, mais simplement ça apparaît à tout le monde comme un geste rituel, oui. Et on n'a pas besoin finalement de savoir le sens au fond. On comprend qu'elle fait un rituel et c'était ça qui était important. Et c'est un geste très très simple, visuel, sonore et voilà pourquoi c'est ce geste-là. Mais après c'est vrai, si je priais, je prierais Saint Hitchcock, Saint Bresson, Saint Tati, Saint Godard, il n'est pas encore mort mais il est saint quand même, etc. quoi. Il a été béatifié de son vivant lui. Mais ouais, si, quand même, j'invoque ces esprits-là, ouais. D'ailleurs, justement, sur le tournage d'ici, là, de Poitiers, je le disais au chef opérateur, Nicolas Canton, je lui disais, bon, qu'est-ce qu'il aurait fait Hitchcock? Alors, je ne sais plus ce qu'il m'a répondu, ça. Bon, bah, on faisait à notre mesure à nous, parce que on n'est pas Hitchcock ni les studios, donc... Mais ouais, c'est ces esprits-là que j'invoque, en fait. Pourriez-vous nous dire, nous parler de vos rapports difficiles, notamment La fille et le fleuve, c'était un projet que je voulais tourner, comment dire ça, non pas forcément sans argent, mais beaucoup plus vite qu'un film produit classiquement, donc sans la contrainte de la durée de la recherche d'argent, et donc en ayant dans l'idée de faire plus vite, en se servant des lieux beaucoup plus encore, et donc sans les payer, en étant toujours... en essayant de trouver toutes les solutions les plus économiques possibles et en même temps riches pour la mise en scène ou pour le scénario. Mais le scénario a même déjà été écrit en fonction de ça. Et dans l'idée de tourner vite. Et là, j'ai fait une erreur d'appréciation. C'est-à-dire que je ne sais même plus si le tournage a duré sur 1 an ou sur 2 ans. Mais en tout cas, une durée très longue. Moi, je voulais plier ça en 6 semaines ou 6 mois. Enfin, en un temps plus rapide. Et finalement... au contraire, je me suis adaptée, j'ai développé aussi l'histoire au fur et à mesure, mais donc pour tourner au moment où les gens étaient disponibles et où les décors étaient disponibles, et en plus tourner sur plusieurs saisons, il y a eu comme ça un tournage étalé sur un temps très long, et en tout cas sur le tournage, avec très très peu d'argent. Après, il y a de l'argent toujours qui est nécessaire pour la post-production. Donc c'est pas un film à 0 € ou sans budget du tout, mais c'est un film avec un budget de court-métrage, on va dire. Et donc avec une équipe que je voulais très très légère dans Paris, pour m'éviter les contraintes de la demande d'autorisation de tournage, où il faut avoir une autorisation spéciale et tout.
Donc je voulais alléger au maximum et donc réduire l'équipe à une équipe comme sur un documentaire finalement. Donc 4 personnes à Paris. Samuel! Samuel! Dans le cas où on veut tourner en se servant des lieux et sans argent, on pense les choses en fonction des... Enfin comment dire, on écrit en fonction des décors, alors que sinon on écrit plutôt une histoire, celle qu'on a en tête, et après on cherche le décor. Là c'est l'inverse, je me disais, si je veux tourner sans argent, par exemple, je peux avoir un décor magnifique et immense qui serait les bords de Seine à Paris. Donc je vais écrire une histoire qui se passe en bord de fleuve, comme ça, en bord de Seine. Mais il y avait une matière mouvante, vivante presque, et avec toujours des reflets, avec des couleurs différentes. Je me disais que le fleuve, on peut l'oublier dans Paris, on peut oublier qu'il y a cet élément si beau, si fort. Et justement, dans cette idée de faire un film avec des décors naturels accessibles mais impressionnants, la Seine était une des choses les plus évidentes, quoi. Et en plus, thématiquement, après, ça m'amenait... Je voulais faire un film fantastique, donc ça m'amenait à... C'est-à-dire que je suis plus partie de ce que je pouvais filmer. Beaucoup le décor, mais aussi les acteurs, en fait. Donc si je veux faire un film simple, il faut qu'il n'y ait pas trop d'acteurs. Bon, finalement, il y a quand même pas mal de personnages, mais ça va être tourné surtout autour d'une actrice, peut-être 2 pour les scènes de couple, mais pas de scènes de foule, pas de scènes de groupe. Donc c'est ça qui influe en fait sur la... Et après, il y a des contraintes de mise en scène du type... je voulais tourner avec un 5D, donc l'appareil photo, mais avec une seule personne à l'image. Donc il ne pouvait pas y avoir de reprise de point. Donc ça a influencé sur... Déjà, il ne pouvait pas y avoir tellement de mouvements de caméra, ou à peine. Et en plus, il ne fallait pas que les personnages se déplacent tellement dans la profondeur. Parce que sinon, il aurait fallu un appareil coûteux à louer, qui est je ne sais plus comment ça s'appelle, le follow focus ou je ne sais pas quoi. Et une personne surtout pour le faire, ce follow focus, pour pointer, plus beaucoup de temps pour mettre en place la chose. Donc la mise en scène était en fonction de cette caméra-là et de l'équipe réduite. Mais comme je le savais, je ne l'ai pas pris comme une punition. Je ne passe pas mon temps à me dire « zut, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça ». Je me disais « comment est-ce que je peux faire pour que ce soit intéressant, mais avec telle et telle contrainte technique, essentiellement technique, quoi. » Tu prends un peu de sucre? Non. Et quand on le pense comme ça, quand on le prévoit comme ça, finalement, on n'a pas l'impression d'être empêché par le manque d'argent. Au contraire, c'est plus une espèce de casse-tête, mais amusant, quoi. Comment faire pour... D'ailleurs, tout d'un coup, ça me fait penser à... Mathieu Amalric, par exemple, il a tourné un film comme ça avec très très peu de gens et d'argent, en pellicule quand même. C'est son premier ou deuxième film, le stade de Wimbledon, et c'est pareil, il a tourné à Trieste parce que c'était très beau, mais il avait bien repéré les endroits, les lieux. Il savait par exemple que dans tel café, à telle heure, le soleil tombait de telle façon, ça allait être très beau, donc il n'avait pas besoin de lumière, mais par contre, ce jour-là, à telle heure, il était au café et il avait une lumière magnifique. Mais ça devient comme un jeu en fait. Ça peut être assez stimulant, assez agréable. T'es passé chercher la clé de rechange? Non. Tu pourras le faire ce soir. Tu passes devant. Non. Je pourrais pas. Pourquoi? Parce que je suis mort. Quoi? Je suis mort. T'as oublié? C'est bien ça le cinéma, c'est une espèce d'horlogerie ultime, quoi. Et c'est pour ça que le retard, à un niveau très basique, un retard, et on vous le dit, j'imagine, c'est jamais toléré. Parce que tout doit être
doit aller dans des rouages parfaits parce qu'on attend, on a déjà beaucoup d'aléas. Donc si en plus les aléas humains, ce qu'on aurait pu prévoir n'est pas prévu, ben ça, on va dans le mur. Et en plus tout doit être parfaitement préparé pour qu'il y ait un petit espace de liberté pour les acteurs et ce qui se passe devant la caméra. Donc il ne peut pas y avoir de choses cruciales oubliées. C'est impossible. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà qu'il ait bien fait le plan de travail et qu'il ait bien tout préparé avant, ça c'est complètement crucial. Donc qu'il ait anticipé le plus de choses. En fonction du film et de la réalisation, bien sûr, parce que ça dépend des réalisateurs, mais sur le plateau, qu'il arrive à maintenir de la concentration, du calme, et qu'il anticipe le plus possible de problèmes, quoi, qu'on ne se retrouve pas avec un problème idiot qu'on aurait pu anticiper. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas anticiper. Bon, là, c'est comme ça, on est battu. Mais qu'il ait anticipé le plus de choses possible et que c'est un boulot d'équilibriste, quoi, le boulot d'assistant réalisateur. Et c'est assez fou tout ce qu'il faut avoir en tête. Mais j'aime bien avoir sur L'Homme qui marche, c'était surtout là qu'il y avait vraiment un assistant réel qui avait eu un vrai boulot d'assistant réel à faire, quoi. Il y a eu, je sais plus, 2-3 fois où les régisseurs aussi, ils m'ont surprise, mais il y avait des bonnes surprises. Un truc en plus, quoi. Justement pas prévu et là c'est carrément chouette. Ouais. Écoute, moi aussi je pense à toi. Je pense à toi tout le temps, tu me manques. Mais ici j'ai des choses à faire, tu comprends? J'ai commencé des choses, il faut que je les termine. Qu'est-ce que t'as à faire? C'est tout le temps en fait, un assistant il invente tout le temps quelque chose. Je sais que sur L'Homme qui marche, il avait arrêté des voitures dans la rue parce qu'on avait besoin de voitures d'époque. Donc à un moment donné, il avait un trou dans son emploi du temps, ce qui est rare. Et hop, il avait vu un type passer avec une voiture de collection. Il l'avait arrêté au feu rouge. Il avait dit « Mais vous voulez pas venir dans une semaine, on tourne un truc ?» Il l'avait branché. Ça, c'est chouette, quoi. Mais un assistant fait ça tout le temps, en fait. Je vois pas tout, moi, je suis occupée aussi. Je vois pas tout ce qu'il fait, l'assistant. En principe, même moins j'en vois, mieux c'est. Je suis pas censée connaître toute la cuisine. Après, il y a plusieurs écoles. Il y a aussi des réalisateurs qui veulent savoir exactement tout pour pouvoir changer leur fusil d'épaule ou savoir exactement où se jouent les choses. Il y a même des gens qui ne veulent pas d'assistant parce qu'ils disent bah non, ça n'a pas de sens, je ne peux pas déléguer ça. Brissot, il n'a pas d'assistant, par exemple. C'est lui qui est son propre assistant. Il fait le plan de travail, il fait tout. Ce qui dit que c'est pas possible de déléguer, que ça n'a pas de sens, quoi. Oui. De même qu'il y a des gens qui ne veulent pas déléguer le cadre. Hein. C'est assez rare, mais ça arrive. Moi, j'aime bien déléguer. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, il faut vraiment avoir confiance, quoi, parce que ça a des conséquences infinies. Non, mais par exemple, si je me souviens d'un court-métrage à la Fémis, voilà, il y avait un assistant qui était venu prêter main forte, qui n'était pas un élève de l'école, qui était quelqu'un d'assez expérimenté. Donc il était assez bon en organisation, il était un bon assistant, ce qui est rare à la Fémis, parce que c'est assez technique en fait, et il faut avoir déjà de l'expérience, donc c'est assez dur à trouver. Donc c'était une chance pour le court-métrage, mais il avait un défaut, c'est qu'il hurlait sur le plateau silence et moteur ou je sais plus quoi, alors qu'on était dans une pièce, donc il y avait a priori pas besoin de... Mais il le faisait, je pense, pour... Lui, il avait appris à le faire comme ça, il le faisait pour que les couloirs entendent. Mais en tout cas, moi, ça m'insupportait, quoi.
Et j'ai pas osé lui dire tout de suite parce que je me suis dit bah oui mais lui il sait puisque lui il a déjà fait justement donc il doit savoir ce qu'il fait, mais c'était silence. Dans une petite pièce, il nous tordait les tympans quoi, et il déconcentrait tout, enfin il déconcentrait pour les acteurs aussi, il faut sentir une atmosphère quoi. C'est comme le clap man, des fois il doit le faire devant le visage de l'acteur, mais il n'a pas intérêt à faire clac comme il fait d'habitude, il faut faire un clap délicat devant le nez de l'acteur, sinon l'acteur se déconcentre quoi, c'est très désagréable. Je t'ai vu sur le sentier en haut. Parle. Qu'est-ce que tu me veux? Mais là, la finesse de l'assistant, son talent, c'est de savoir à quel moment c'est important de consulter le réalisateur. Je sais plus, ça me fait penser à... Je sais plus quelle anecdote d'un réalisateur qui racontait ça, qui disait que les assistants avaient tout... Ah, je crois que c'est Spielberg sur la liste de Schindler, qui disait que le matin où il devait tourner, il y avait la neige finalement qui n'était pas prévue. Donc avant qu'il se réveille, tous les assistants, l'équipe sur Schindler List, donc c'était un énorme truc, avaient commencé à tout décommander, tout réorganiser pour tourner cette séquence-là un autre jour parce que la neige n'était pas prévue au scénario. Et lui, il s'est réveillé à 6 ou 7 heures du matin, il a vu la neige, il a dit mais non, en fait c'est génial, j'adore. Donc heureusement, il l'a vu à temps et ils ont fait machine arrière. Mais voilà un cas, mais qui est peut-être pas prévisible en fait. Peut-être que l'assistant peut pas, donc il n'est pas dans la tête du réalisateur justement. Il ne peut pas savoir si ça va lui plaire ou pas, quoi. Mais le but, c'est qu'il soit le plus près possible de l'esprit du réalisateur. Je m'en fous.